Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Aujourd'hui, nous allons parler d'une loi mathématique qui se vérifie dans quasiment tous les aspects de notre vie, à quelques variantes près. Je vous rassure, nous n'allons pas nous plonger dans de longs calculs ou des manipulations d'équations. Cette loi n'est que l'expression du bon sens et Tesla s'est fait expert dans son application. Pour cette avant-dernière vidéo de l'année 2023, nous allons parler de la loi de Pareto. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Cette vidéo est sponsorisée par EV Insight. Le monde de la mobilité électrique est naissant. Pour beaucoup d'utilisateurs, découvrir le monde de l'électrique est parfois déroutant, mais pour les industriels aussi. Les constructeurs automobiles, les réseaux de recharge et tous les acteurs du secteur ayant à créer ce nouvel écosystème ne peuvent innover sans connaître les expériences et les attentes des utilisateurs. C'est à vous, utilisateurs ou futurs utilisateurs, que s'adresse EV Insight, mais aussi aux industriels. En répondant au questionnaire, vous permettez de créer une base de données utile pour que vos besoins soient pris en compte pour créer ce nouvel écosystème. EV Insight est gratuit pour vous, mais veut récompenser tout de même ceux qui vont participer au sondage. En ce moment, c'est un jeu de panneaux solaires qui est à gagner par tirage au sort. Pour participer au sondage EV Insight, il vous suffit de suivre le lien en description. Un grand merci à eux de financer le travail du Choucroute Garage, mais aussi de permettre aux pionniers de la mobilité électrique de s'exprimer afin de disposer d'un écosystème qui leur corresponde. Et maintenant, place à votre épisode. Qui connaît Vilfredo Pareto? Peu de personnes en vérité. Économiste et sociologue italien, il naît à Paris en 1848, d'un père italien, noble génois, et d'une mère française. Il fait ses études à Paris, puis à Gênes, et se passionne pour la sociologie ou l'économie. Au début du XXe siècle, il crée la chaire de sciences sociales à l'université de Lausanne. Dans ce domaine, bien des choses sont encore à découvrir, et Pareto va poser des bases plus qu'importantes pour la suite de cette approche scientifique d'un domaine humain. En 1906, il observe que 20% des Italiens possèdent 80% des terres du pays. Il se rend compte que cette distribution se retrouve dans d'autres domaines, comme la quantité de fruits produits dans un jardin. 80% des fruits proviennent de 20% des plantes. En étendant son domaine de recherche, il découvre que cela fonctionne aussi en économie et en fiscalité. En faisant une étude sur les impôts dans les différents pays d'Europe, il constate que 80% de l'impôt est payé par 20% de la population. Pourtant, toutes ces observations ne conduisent pas Pareto à théoriser son travail. Il estime même que la science ne peut pas définir les besoins en gouvernance humaine. Il combat le scientisme qu'il définit comme une utilisation inhumaine de la science pour diriger les hommes. C'est du travail mathématique du statisticien amateur et ingénieur professionnel cette fois, d'origine roumaine, Joseph Moses Juran, que naît réellement la loi ou la distribution de Pareto telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors qu'il poursuit une carrière brillante dans l'industrie, il est confronté à la gestion de la qualité et des coûts qui y sont liés. En utilisant les observations de Pareto, il découvre que cela a une application pratique dans son domaine de compétences. Il en tire des principes et fonctionnements qu'il regroupe dans une monographie appelée Quality Control Handbook. Cet ouvrage pose les bases d'une production industrielle raisonnée qui permet de mieux utiliser les ressources mises en œuvre dans l'industrie. Son travail est repris dans énormément de domaines et donnera ce qu'on appelle communément la règle des 80-20 qui offre un outil décisionnel dans de nombreux domaines, dont la construction automobile. Voyons comment cela fonctionne dans les faits. Pour cela, nous allons utiliser un exemple automobile. Lorsque Tesla a sorti la Model S, elle était loin d'être exemplaire en termes de défauts. Si d'un point de vue global, elle était une auto très bien accueillie par le public, elle avait encore de nombreux retours négatifs quant à sa qualité. Et c'était normal. En effet, pour mettre sur pied une ligne de production et un véhicule totalement nouveau, Tesla s'est concentré sur l'essentiel. Les équipes du constructeur ont utilisé la règle des 80-20 dans tous les domaines. Il était bien plus important de sortir un produit globalement bon dans un délai plutôt court, en injectant juste ce qu'il faut d'effort, plutôt que de produire un produit plus parfait, en retard et à des coûts prohibitifs. C'est cette approche qui a permis à Tesla de produire une auto rentable au bout de quelques mois de production seulement.
Ensuite, Tesla a mis en place un second volet pour sa stratégie, l'amélioration permanente. Celle-ci est toujours basée sur la loi de Pareto. Lorsque Tesla a eu les premiers retours de ses clients, il a mis en place une hiérarchie dans les doléances. Si je ne connais pas les chiffres exacts, on peut a posteriori deviner ce qui posait le plus de soucis. En tête de liste se trouvaient donc probablement les points suivants. Panne moteur, panne de batterie, qualité de la peinture, qualité de l'intérieur et précision des ajustements des pièces. Les équipes techniques ont alors hiérarchisé leurs priorités. Ils ont identifié les points techniques qui généraient le plus de problèmes et se sont concentrés dessus. Pour les moteurs par exemple, deux soucis revenaient souvent, la faiblesse des roulements et des fuites de liquide de refroidissement qui noyaient le moteur. Ils ont donc travaillé sur ces domaines en priorité et ont supprimé ainsi la majorité des pannes en agissant sur un nombre minimum de pièces. Pour les batteries, la majorité des pannes venaient des fils de remontée d'informations, tension et température, dont les soudures cassaient avec les vibrations. Changer la manière de souder ces fils a permis de réduire grandement le nombre de pannes à moindre frais. Ce n'est bien qu'après que les fils ont été supprimés pour se voir remplacés par des collecteurs rigides. Cette seconde opération résolvait plus de situations de panne, mais coûtait bien plus cher à mettre en œuvre. Ils ont donc réservé cette évolution à la seconde génération de modules de batterie, apparus sur les packs de 100 kWh. Pour l'intérieur, une partie des évolutions s'est faite de manière continue en remplaçant les éléments les plus visuellement controversés. Les panneaux de porte ont été priorisés, tout comme la surface supérieure du tableau de bord. L'arrivée du restyling fin 2016 a donné à Tesla l'opportunité de refondre plus en profondeur son design et d'intégrer les demandes des clients, comme la console centrale par exemple. Le faire en priorité n'aurait donné qu'un résultat relativement mauvais, puisque ce n'était pas la priorité des clients. De la même manière, améliorer la qualité de peinture ou les ajustements des panneaux de carrosserie demandait nettement plus d'efforts et des investissements colossaux. Tesla a donc attendu pour construire de nouvelles usines afin de procéder à ces améliorations. Imaginons que Tesla ait fait autrement. Si le constructeur avait cherché à créer une Model S aussi bonne qu'elle l'était en 2020 avant sa grosse refonte, les coûts de développement et de production auraient été énormes. Pour avoir une auto 10 à 15% meilleure, ils auraient dû investir 70 ou 80% de plus en argent et en temps. Au lieu de coûter sensiblement son prix de vente en sortie d'usine, elle aurait été 2 à 3 fois plus chère à produire à ses débuts. Pire, la voiture aurait globalement été plus fiable et plus aboutie, mais le manque d'expérience dans la vie réelle aurait tout de même conduit à énormément de problèmes, certes plus mineurs, mais tout aussi dérangeants pour les clients. Avoir une peinture parfaite, des ajustements de dingue et un intérieur qualitatif n'aurait pas empêché les clients d'avoir des soucis avec les premières voitures. Ça vous rappelle rien une situation de blocage telle que celle-ci? C'est exactement ce qui arrive à la Lucid Air aujourd'hui. Elle est certes plus aboutie que la Model S en son temps, elle n'en est pas moins trop chère à produire et n'évolue que peu pour résoudre les soucis que rencontrent les clients. Lorsqu'on perd plus de 430 000 $ par voiture produite, il est compliqué d'investir dans une augmentation de la production tout en réduisant les coûts. Et améliorer la qualité devient donc secondaire, parce que il n'y a plus l'argent pour ça. C'est encore plus problématique lorsqu'on essaye de mener plusieurs projets en même temps. SUV Gravity, création d'une usine de production en Arabie Saoudite et complexification de la gamme de la berline conduisent Lucid à investir énormément pour des résultats peu probants. Il se concentre sur les 20% de gains qui demandent 80% d'efforts. Juste ce qu'il ne faut pas faire. Dans l'histoire de Tesla, chaque modèle a été une évolution du précédent. Les problèmes réglés sur la S ou le X ne se sont pas retrouvés dans les 3 et Y, en faisant de ces modèles de meilleures voitures, même si elles ne sont pas parfaites. La nouvelle génération initiée par le Cybertruck intègre de bonnes choses des 3 et Y et concentre les efforts sur les évolutions. Enfin, sur 80% des évolutions. Ainsi, si on ne parle que du circuit Etherloop 48 volts dont on a parlé dimanche dernier, Tesla aurait pu essayer d'aller plus loin, en utilisant la technologie des courants porteurs pour transmettre les informations dans la boucle de puissance, plutôt que d'ajouter un câblage pour les données. Cela aurait permis d'économiser quelques câbles, mais cela aurait pourtant demandé énormément de travail, énormément d'investissement, puisque le courant de puissance comporte énormément de bruit électronique qu'il faut supprimer avant de pouvoir faire passer des données. Le gain aurait été faible pour un investissement important. Tesla a donc reporté cela à plus tard. L'important était de sortir maintenant un véhicule à des coûts raisonnables. Grâce à une approche similaire pour les usines, le réseau de distribution et tous les aspects de l'entreprise, Tesla se concentre sur les priorités du moment qui coûtent le moins cher à réaliser, mais qui donnent les meilleurs résultats.
Ils n'hésitent pas en plus à remettre parfois en question des décisions passées pour avancer plus vite et plus loin. Contrairement à Lucid, Tesla se concentre sur une ligne générale au niveau de ses produits automobiles. Chaque génération apporte des innovations majeures, mais chaque nouveau modèle améliore ses prestations en vertu de la loi de Pareto. Le fonctionnement de Tesla est parfaitement en ligne avec ce que décrit Joseph Juran. Une décision se prend en 4 étapes. Premièrement, on collecte les données. On rassemble tous les problèmes recensés et on les catégorise. Ensuite, on les classe par ordre de fréquence, mais aussi d'importance. Un défaut de peinture ne peut en effet pas être mis sur le même plan qu'une panne immobilisante. Une fois qu'on a cela, il faut identifier les causes de ces soucis. On recherche les raisons techniques ou organisationnelles qui conduisent au problème. On sait que là aussi, la loi de Pareto s'applique. Et les concepteurs de chez Tesla ne le savent que trop bien. Tesla est une entreprise à la culture fortement informatique, et dans un programme, ce sont 20% des instructions qui produisent 80% des bugs. Ils vont donc agir sur les problèmes qui génèrent le plus grand nombre d'insatisfactions clients ou de reprises en qualité. On peut ainsi prendre les décisions qui conviennent et choisir les éléments qui auront le plus d'impact sur le résultat. Dit comme cela, on pourrait penser que toutes les entreprises font comme ça. Cela semble tomber sous le sens lorsqu'on dirige la destinée d'une grande entreprise. Les grandes sociétés doivent donc toutes fonctionner ainsi, non? Eh bien, pas vraiment. Si certaines parties des processus décisionnels sont ainsi faits, en fait, peu d'entreprises ont un fonctionnement calqué totalement sur ce principe. La faute est à 2 types de freins, les habitudes et le manque de moyens. Avant l'arrivée de la voiture électrique, les constructeurs se prélassaient dans un relatif confort. Ils étaient bien pépouses avec des technologies suffisamment compliquées pour qu'un nouveau venu ne puisse pas s'installer facilement. Bien installés dans un marché qui ne bouge que peu, ils se sentaient en droit de faire l'économie de ce type de fonctionnement. Et en particulier de la collecte de données, surtout s'il faut mettre en place un système fiable et systématique de remontée d'informations exactes. La structure même de la distribution automobile avec des intermédiaires faisait aussi que le client n'était pas en prise directe avec le constructeur. On est donc arrivé à des situations telles que lorsque la voiture électrique et Tesla ont débarqué comme un chien dans un jeu de quilles, les constructeurs n'ont pas réagi de la bonne manière. Ils ont continué à faire comme ils en avaient l'habitude. Parce que si ça avait marché avant, il n'y avait pas de raison que ça change. Le « on a toujours fait ainsi » est devenu une habitude, un confort qui évitait de réfléchir et de remettre en question les décisions du passé. Ce n'est que récemment que certains constructeurs traditionnels ont essayé de remonter des informations directement depuis la base de leurs clients, avec notamment le recours à EV Insight par exemple. Certains ont d'ailleurs été extrêmement surpris des résultats obtenus, et clairement, cela leur a fait comprendre qu'ils avaient manqué le coche quelque part. Un constructeur allemand a en effet découvert l'étendue de l'insatisfaction de sa clientèle sur le point logiciel de ses modèles électriques. Ce genre d'informations, pourtant primordiales, leur avait échappé jusqu'alors. Tesla fonctionne de manière complètement différente et ne rate jamais une occasion d'avoir des données de première main. Sondage de satisfaction, mais aussi remontée technique par les voitures, statistiques d'utilisation et lecture des réseaux sociaux. Rester informé est essentiel dans le processus décisionnel pour la suite de l'évolution de la marque. Je suis même certain que Tesla regarde mes vidéos afin d'avoir des informations pour faire remonter des modifications. Et c'est très bien ainsi. Reste le problème des moyens. Un constructeur traditionnel n'est pas comme une start-up. Il a un vécu, des outils de production, des contrats avec des fournisseurs et pour certains un très faible contrôle sur les évolutions technologiques. Lorsque l'on voit Volkswagen, BMW, Jaguar ou autres Land Rover faire appel à des sous-traitants pour construire leurs autos, cela freine forcément les progrès technologiques. Pour certains comme Stellantis ou Fisker par exemple, c'est bien pire encore. Même la conception des autos est largement externalisée et gérer une mutation globale d'un produit est quasiment impossible. Pour y parvenir, il faudrait gérer les interactions entre les sous-traitants et les faire travailler ensemble. Cela demande énormément de moyens techniques et humains qu'ils n'ont pas. Et pour cause, l'externalisation est justement choisie pour réduire la masse salariale propre et éviter de faire de gros investissements. La contrepartie est de laisser les autres faire les choix techniques et de ne plus avoir le contrôle que sur le design de base de l'auto, mais pas sur sa technologie. Chaque demande d'évolution technologique se répercutera directement sur le prix du produit final, puisque le fournisseur va devoir faire sa marge.
Avec les équipes intégrées et la concentration verticale qui caractérisent Tesla, la taille de l'entreprise n'est pas un frein à l'évolution. Ceux qui conçoivent les voitures travaillent aussi sur les usines et sur les outils du SAV. Ainsi, tout le monde travaille avec tout le monde, sans séparation, et en utilisant les mêmes règles, la loi de Pareto. Les diagrammes décisionnels doivent être horriblement complexes, mais avec des experts en code et en informatique, nul doute que la chose doit être gérée de main de maître. Et les décisions importantes sont plus facilement prises. Enfin, les constructeurs traditionnels, avec leur rentabilité et leur constance dans le temps, ont été de véritables puits à pognon pour les investisseurs. À force d'habituer les actionnaires à recevoir de gros dividendes, la trésorerie des entreprises a pris un gros coup, alors que le marché a commencé à être secoué aussi bien par la transition énergétique que par la crise sanitaire du début de la décennie. Les dettes se sont accumulées et tout changement ou investissement met en péril leur stabilité financière. Finalement, Tesla a raisonné en start-up, mais aussi comme un concepteur de logiciels. Ils ont mis sur le marché un produit qui répond à 80% des attentes de sa clientèle. Ils ont préféré rester dans des prix abordables pour générer de la marge et utiliser cet argent pour deux choses. Garantir largement les autos avec des garanties longues pour se donner un droit à l'erreur, et avoir les finances pour améliorer le produit en fonction des remontées d'informations des clients. De cette manière, Tesla a pu évoluer et prendre de vitesse tous les autres constructeurs, parce qu'ils ne se concentrent que sur l'essentiel. Aujourd'hui, tous les gros soucis rencontrés par les premiers clients de Model S en 2012 sont réglés, et Tesla s'attaque petit à petit aux petits problèmes moins urgents, tout en progressant dans la production et les volumes de vente. Si la surqualité peut être rentable pour des produits de luxe, le surcoût n'en est pas moins de plus en plus insoutenable. On se retrouve alors avec des produits irréprochables en apparence pour l'image et une construction d'un autre âge faisant l'économie de bouts de chandelle pour les parties non visibles. Je ne citerai pas de nom, mais certaines marques des plus prestigieuses et historiques tentent encore de donner le change ainsi. En conclusion, je dirais que Tesla est avant tout une marque homogène et c'est grâce à la loi de Pareto. Son apparence est le reflet de ce qu'il y a dedans et de la manière dont sont faites les choses. Simple, efficace, avec une pointe de fun. Il n'y a pas de chichi, pas de politiquement correct, juste de l'efficience à tous les niveaux, et surtout au niveau décisionnel. C'est de la bonne cuisine pour se rassasier, de bons petits plats qui font plaisir, pas un gastro où le nom, le prix et le fait de s'y montrer veulent en imposer et afficher qu'on en a les moyens. Ce que vous voyez à l'extérieur est aussi bon que ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est aussi grâce à la loi de Pareto. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.